Hello, Mr. Davis. Alors, on est Toi, aujourd'hui. Nouveau podcast, ça fait quelques temps. 228 grammes de business. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne se rappellent pas? alors, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Dr. Denis Sanogo. Je suis entrepreneur et fondateur du mouvement La Fébranisme. Et c'est comme ça. C'est bien. Très bien, très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet choc, entre guillemets. C'est Europe-Afrique, le titre, hypocrisie, préjugés, relations conflictuelles, avec le point d'interrogation à la fin. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. On débat de ça. Je te laisse commencer si tu veux avoir des sujets. Et après, je vais Ah, rebondir dessus. d'accord. Je pense que déjà, pour commencer, je pense que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ici en Afrique. Lorsqu'on parle de hypocrisie, lorsqu'on parle de non-engagement et lorsqu'on parle des accords qui ne sont pas respectés entre les deux continents, à savoir l'Afrique et l'Europe. Je vais partir du principe que il y a certaines choses, d'accord, il y a certaines normes, il y a certaines, je dis, promesses que l'Europe a fait à l'Afrique et qui n'ont pas été respectées, en guillemets, encore une fois, si je peux le permettre comme ça. Et je pense que ces promesses-là, qui n'ont pas été respectées, constituent aujourd'hui un frein, vraiment un blocage psychologique, je dirais, pour les Africains, dans le sens où, pour les Africains, c'est l'Européen qui doit venir d'abord pour les aider à se développer. C'est l'Européen qui doit mettre la main dans la poche pour les aider. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un discours, en fait, lorsqu'on parle des accords de partenariat économique, les APE, on pense qu'il faut forcément que l'Européen vienne mettre sa main dans la poche et aider l'Africain. Du coup, je dirais qu'au début de l'histoire, il y a eu cette mentalité-là que l'Africain s'est incorporé de lui-même que c'est un Européen qui est censé venir m'aider. Parce que je suppose que l'Européen, c'est une race, excusez-moi encore le terme, quoi, c'est une race supérieure et qui est censé aider l'Africain, vu que l'Africain est de peau noire. Ça, c'est quelque chose qui a été incorporé. Aujourd'hui, on est dans un mouvement où il y a des histoires de oui, je suis Kémy, je suis ça, je suis ça, alors qu'on ne touche pas le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas une question de spiritualité. Le vrai problème, ce n'est pas une question de religion. Mais comment est-ce qu'on va faire pour rattraper le niveau? Comment est-ce qu'on va faire pour être au même niveau que les Occidentaux? Si je prends l'exemple de la Chine, à moins de 40 ans, 50 ans, la Chine s'est développée aujourd'hui, la Chine a un niveau vraiment supérieur. Si on prend l'exemple des Émirats, aujourd'hui sont à un niveau vraiment supérieur. Si on prend même aujourd'hui l'exemple du Japon, mais c'est extraordinaire en si peu de temps. Et même si prenons l'exemple de la Russie qui était comment je vais dire, en autarcie, ben, c'est vraiment magnifique. Je reprends encore une fois l'exemple de la Chine, qui a pratiqué ce qu'on appelle le communautarisme économique, qui est l'un des clés aujourd'hui que plusieurs nations doivent utiliser pour pouvoir se développer. Le communautarisme économique, je ne veux pas dire que je ne veux pas communiquer avec le monde, non. Mais ça veut dire que lorsque je produis local, je consomme local. Lorsque je produis local, je consomme local. Et si j'ai besoin de faire appel à quelqu'un, ça doit se faire localement. Je prends l'exemple. L'autre fois, j'avais eu écho d'une information où on a retrouvé un gisement, je pense que c'est du Chilt, on a retrouvé le gisement du Chilt au Cameroun. Et pour l'exploitation, ils étaient obligés de faire appel à une entreprise chinoise pour venir l'exploiter. Alors que l'entreprise qui était en train de travailler sur le gisement, bien sûr, de travailler sur le sol pour le gisement qui est découvert, c'est une entreprise française. Du coup, il y a eu ce qu'on appelle une guerre stratégique et par la fin, l'entreprise japonaise ou bien chinoise était obligée de prendre tous les parts ou bien d'acheter toutes les actions de l'entreprise française pour pouvoir toujours garder la même mise sur ce gisement-là. Prenons l'exemple où, dans le cas où les Africains avaient réellement la potentialité d'envoi des ingénieurs en mine, d'avoir des ingénieurs en énergie qualifiés, pourquoi ne pas exploiter ces minéraux-là? Déjà, je vais faire une pause là-bas pour introduire la manière de la mentalité où on se dit que l'Européen doit venir nous aider à avancer. Ça, c'est déjà une hypocrisie intellectuelle pour commencer. C'est très vrai ce que tu dis, et pour rebondir là-dessus, en fait, je pense que ça fait partie d'une colonisation mentale. Quand on, quand on voit un blanc, disons les choses, un Européen, c'est un blanc aux yeux des Africains, donc quand on voit un blanc et qu'on pense qu'il va mieux faire la chose, ou que faire du business avec lui, c'est mieux, ou que
Même si le produit est africain, même si le service est africain, peut-être qu'un blanc, ce serait mieux. C'est de la colonisation mentale. Et à partir de là, c'est très dur de sortir de ce schéma de pensée. Ça se fait, mais c'est très très dur. Et des gens vont nourrir ça. L'entourage va nourrir ça en disant euh, les blancs, c'est mieux, ça, ce produit-là chez les blancs, ou cette machine-là chez les blancs, ça marche mieux. Et ça, des fois, c'est même l'engrenage, c'est que c'est l'entourage, les proches, la ville, la région, le pays qui va penser ça. Et dans le sens inverse, ça vient également colporter entre guillemets des mauvaises rumeurs, des ragots, dans le sens où les blancs qui n'ont jamais été en Afrique, en Europe, vont dire déjà, ils vont penser que l'Afrique, c'est un pays. Alors, bon, il y en a 54 des pays en Afrique, mais ils vont dire, ah, en Afrique, c'est comme ça, mais ils vont pas faire le distinguo entre le Sénégalais, le Togolais et la personne du Burundi, par exemple. Euh, et à partir de là, ils vont dire, oui, mais en Afrique, les routes, c'est comme ça. Les aéroports, c'est comme ça. Et non, c'est faux. L'aéroport à Abidjan, c'est pas l'aéroport au Caire. La route entre Lomé et Kara au nord, enfin, la nationale, ce n'est pas la route, autoroute du Rwanda. Donc, à partir de là, c'est également de se dire, on est dans l'hypocrisie et on est dans les préjugés, surtout dans les deux mondes. Pour moi, je dis pas que l'Afrique et l'Europe sont deux continents, c'est deux mondes. Pourquoi? C'est vraiment deux civilisations très, très, très différentes. Et malgré qu'il y a une seule mer, la Méditerranée, entre ces deux continents, il y a un impact culturel et une différence qui est très, très forte. Et moi, je pense que les Blancs qui vont réagir comme ça en disant oui, l'Afrique c'est comme ça, un tel, ont également le même schéma de pensée que les Noirs en Afrique qui vont dire chez les Blancs c'est mieux, ceci, cela, ce service c'est mieux si j'appelle un Blanc pour faire ça, ce sera mieux fait. Et moi-même, je tiens à te le dire, je suis resté bouche bée la première fois au Togo, qu'un Togolais m'ait dit, j'étais avec des proches, non. Et il me dit, j'avais mon argent qui était à l'hôtel, j'avais pas de cash sur moi, j'avais mon argent à l'hôtel. Je lui dis, écoute, je peux te prendre ça, je te paie ce soir. Je vais à l'hôtel, je reviens, je te paie ce soir. Le sculpteur togolais, en l'occurrence, m'a dit, moi, je te fais confiance parce que tu es blanc. Et moi, je me suis dit, mais ça, waouh, c'est puissant. Et j'en réfléchis encore aujourd'hui et je me suis dit, waouh, mais ça, c'est vraiment une colonisation de l'esprit. Et je peux très bien être un escroc blanc. C'est tout à fait possible. Mais la réalité est que oui, c'est très puissant. Des fois, ça traverse les générations, etc. Donc, à des deux côtés, des deux mondes, Europe et Afrique, il y a des efforts à faire là-dessus, et c'est pas évident. Sortir de ce schéma-là, c'est pas évident parce que l'entourage alimente cela souvent, souvent, souvent. Je te laisse rebondir sur autre chose ou sur ce que j'ai dit. Je pense que tu as parfaitement raison, dans le sens où aujourd'hui, il y a ce mur invisible-là qui je vais qualifier de culture. D'abord, culturel et culturel. Mais je vais m'attarder plus sur le côté culturel pour ne pas perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous avons cette instrumentalisation du fait que l'Européen ou l'Europe euh, doit venir faire quelque chose. C'est qu'il faut coûte que coûte que peut-être la France, peut-être l'Argentine, peut-être l'Espagne, peut-être les États-Unis vont envoyer de l'aide, vont envoyer un fonds pour nous aider. Et cette instrumentalisation-là, je ne dirais pas qu'elle vient seulement des Africains, mais elle vient aussi parfois des puissances étatiques, des dirigeants de griffe, ceux qui dirigent leur pays, ceux qui prônent ce genre de discours-là comme l'évangile du dimanche. Et les Africains aussi, les peuples aussi, se disent non. Si ce n'est pas le colon qui vient, excusez-moi le terme, si ce n'est pas le colon qui vient, alors nous, on va rien faire, on va rester là-bas. S'il y a tel problème qui se passe, si ce n'est pas eux qui viennent, nous, on ne va pas mettre notre bouche dedans. Et même les puissances étatiques se disent aussi, si ce n'est pas comme ça, alors nous, on ne va rien faire. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a ce que j'appelle un Africain risque premium. Ce qui veut dire que avec les mouvements du néocolonialisme, avec les mouvements qui se sont passés et tout, 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 il y a eu un impact significatif quand même sur certains Africains, je dirais, sur certains Africains. Pas tous les Africains, sur certains Africains, la plupart des Africains. Et dans leur tête, si l'Européen dit qu'il faut rester ici, ou bien si l'Occident, je vais maintenant rentrer dans le plus le côté occidental, si l'Occident dit qu'il faut rester ici, je vais rester ici. Si on me dit que quelque chose, plus quelque chose, donc quelque chose, alors il dit rien. Pourquoi? Parce que très longtemps aussi, on a souvent qualifié l'Africain, bien l'Africain s'est qualifié
de choses ou bien de personnes qui n'est pas capable de faire, capable d'agir, capable de faire la volonté d'action, capable d'agir, la volonté de pouvoir faire quelque chose. Et ça nous a mis dans une inconsistance psychologique, financière et sociale. Tu vas voir qu'aujourd'hui, on va écrire des livres, lorsqu'on va pouvoir donner un nom à des startups, à des entreprises, on peut utiliser un nom qui n'est pas africain. Certes, on peut utiliser un nom qui est africain, mais il faut vraiment qu'on sente que non, on est fier d'être africain. Ça aussi, c'est un point. Il faut qu'on sente que notre culture, on l'a embrassée. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, vous savez qu'en Allemagne, il y a une fête qu'on appelle ça de la bière. J'ai oublié un peu le nom allemand, mais ils sont fiers de fêter cette fête-là. Mais ici, quand tu prends un Togolais ou bien tu prends un Africain, tu dis telle fête que tu fais, quelle est ta signification, il est incapable de le dire. Il est incapable de te retracer peut-être l'historique de son village. Tout ça parce qu'on s'est dit non, on n'a pas besoin de garder notre culture. On n'a pas besoin de sauvegarder l'essence ou bien l'essence, d'accord, de tout ça. Donc, je pense que aussi c'est un problème de mur invisible que je vais qualifier de euh, problème culturel. Et culturel, là, ça va être, on va le faire peut-être dans un autre débat, mais c'est un problème aussi culturel qui vient même de l'Afrique, qui vient des Africains. Et il faut faire très attention pour ne pas continuer dans ce schéma-là. Mm. Alors, pour réagir, d'abord, je ressens bien ce qu'il y a écrit derrière toi, plus grand bâtisseur d'écosystème en Afrique. Et c'est vrai que ton schéma de pensée euh, est influencé. C'est-à-dire que ton schéma de pensée a un côté très américain. Euh, et tu es sorti du lot, entre guillemets. Et ça, c'est très beau, c'est puissant, c'est même c'est compliqué à faire. Moi-même, sortir de mon pays, la France, dans le schéma de pensée, ou par exemple pour le business, c'est compliqué. Pour réagir à ce que tu as dit, euh, oui, je pense que ça vient des deux côtés. Les efforts doivent être faits des deux côtés. Quand, quand l'Africain, pour moi, entre guillemets, déjà, je tiens à le dire, ça ne veut, entre guillemets, rien dire parce que on ne peut pas comparer l'Europe, qui est un tout petit continent aux yeux de l'Afrique. D'ailleurs, je crois que c'est un ministre togolais qui veut réellement refaire la carte du monde, parce que réellement, l'Europe, en termes de taille, c'est l'Algérie, le Congo, la RDC réunis. Ça fait l'Europe en termes de taille. Donc, il y a 54 pays en Afrique. Donc, rendez-vous compte que c'est les Afriques. Et l'Afrique de l'Est n'a rien à voir avec le Maghreb, n'a rien à voir avec l'Afrique australe, etc. Donc, euh, on va dire plutôt par pays, les Togolais, que je connais mieux, euh, c'est dur de leur faire sortir du schéma de se dire, par exemple, c'est en Europe que je veux percer, c'est en Europe que je vais réussir. Moi, je leur dis toujours parce que, euh, avec un côté un peu inspirant, j'essaie un petit peu de les inspirer, de les titiller pour leur dire, réfléchissez un petit peu à ce que je dis des fois. Par exemple, quand un Togolais me dit, c'est comment les visas pour l'Allemagne, c'est comment les visas pour la France, pour le Canada, Capago, tout ça. Et je me dis, mais quel est ton rêve? Quand il me dit son rêve, je me dis, mais tu peux très bien faire au Togo. Si tu veux travailler avec des Yovo, tu veux travailler avec des Blancs, fais de l'import-export, reste au Togo. Euh, Nous-mêmes, on doit aller en Afrique chercher les matières premières parfois. Vous avez tout dans votre sol ou dans vos champs. C'est juste qu'il faut se salir les mains. Le cacao, le café, etc., il y a tout. Et nous, on n'a pas. Donc, à partir de là, quand je vois des initiatives, on en reparle comme Chocotoco, etc., c'est quelqu'un qui a décidé que c'est au Togo qu'il va bâtir. Et des fois, je leur dis, mais nous-mêmes, les Blancs, on veut partir de la France parfois. On a des Français qui vont partir en Suisse, au Luxembourg pour des raisons économiques, c'est mieux là-bas, au Canada, en Australie, parce qu'ils pensent qu'il y a plus d'opportunités pour embaucher. Je pense que chaque peuple a une envie d'ailleurs, une fois dans la vie. Et il faut se dire que, pour moi, je tiens à le dire, la meilleure place pour un Français, c'est en France. La meilleure place pour un Togolais, c'est au Togo. Et parfois, le pays fait que on doit bouger pour des raisons économiques, pour vivre mieux, pour avoir une descendance plus sereine, etc. On doit aller ailleurs. Mais pour moi, réellement, ça, ça enlève la fierté du pays. C'est-à-dire qu'une fois, je vais te dire la vérité, je vais dans une soirée togolaise en Allemagne. Je suis le seul blanc de la soirée. Je parle un peu, ça parle élevé, je parle un peu en français. Et un élevé, donc Suto, ceux qui ne comprennent pas, me dit, mais là, pardon, c'est au Togo ou c'est Burkina? Et je le regarde comme ça, un adulte. Et en fait, il me dit qu'en fait, il n'a jamais été plus haut qu'à Discopé. Ceux qui connaissent Lomé, il n'a jamais été plus au nord qu'à Discopé. Donc, je me suis dit, waouh, c'est triste, c'est triste. Moi-même, quand je vois des Togolais qui ne veulent pas dire de quel village ils viennent,
des Togolais en Europe, d'origine, qui ne veulent pas rentrer au Togo parce qu'ils ont des a priori. C'est-à-dire que même eux, parfois, sont nés en Europe, mais ils veulent pas rentrer parce qu'on leur a dit que l'Afrique, le Togo, c'était comme ça. C'est triste. Mais moi, je pense qu'on ne peut jamais bâtir des choses de front. Je vois après l'exemple des Allemands. Tu ne peux pas construire Mercedes, Audi, etc., Siemens, Alliance, etc., si tu n'es pas fier de ton pays. Demain, je veux conduire une voiture togolaise, avec un nom élevé, avec un nom cabier, avec un nom qui impacte. Et répartir ça aux yeux du monde. Les Chinois l'ont fait. 20 ans en arrière, tout le monde disait que le chinois, c'était pas de gamme, les produits chinois se cassaient facilement, se gâtaient facilement. Aujourd'hui, l'automobile chinois est en train de conquérir l'Europe. Et les Blancs achètent des voitures chinoises. Je veux que demain, je sais pas moi, mais n'importe quel produit, n'importe quelle machine, même concernant l'IA, etc., la robotique, il faut que ce soit fait par des Togolais. Il faut que ce soit fait, une marque d'hélicoptère fait par des Béninois, je ne sais pas, mais je pense que c'est quand on impose notre pouvoir et notre puissance intellectuelle et économique au monde que le monde vous adopte. Le monde vous respecte comme ça. Et c'est froid, c'est cruel, mais c'est l'humanité qui est comme ça. Donc, j'espère que tu veux rebondir à ça. Voilà. Oui. Rapidement, merci. Ça fait très pitié pour ce que tu viens de me dire parce que le goulet qui ne connaît même pas, qui ne connaît plus que ça fait pitié. Mais c'est pas le sujet. Alors, il faut savoir que quand on parle de dénaturisation, souvent, je le constate plus au niveau des Africains que la plupart des autres peuples. Mais pour rebondir sincèrement, je pense que le post-colonialisme qui a été l'un des facteurs qui a encore mille fois, parce que si je suis en train de parler en tant qu'un historien, parce que je vais pas être tout pour ne pas pousser les doyens qui sont en histoire. Parce qu'après, ils vont dire non, euh, tu n'as pas donné de l'importance à notre histoire. Alors qu'on sait bien que ce n'est pas une question d'histoire. Comme tu l'as si bien dit aujourd'hui, pour dominer, pour vraiment être sur le marché concurrentiel, il faut développer des choses. Il faut développer des projets. Et aujourd'hui, on voit nos frères qui sont en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, qui n'arrivent pas à revenir au pays. Et c'est un mouvement que je pense que j'ai déjà évoqué dans l'un de nos podcasts. Il s'agit du brain drain. Du brain drain, de la manière où, une fois que le cerveau est formé ailleurs, le cerveau ne veut plus revenir au pays pour implémenter quelque chose. J'ai envie de dire que si moi, je devais même voyager sur un pays à l'Occident, ça doit être pour quelque temps revenir implémenter les choses qu'ils ont là-bas, ici. Parce que le marketing est différent. La manière dont ils vivent là-bas est différente. La manière dont les structures sociales, économiques ont été faites, ben, c'est à féliciter quand même. Aujourd'hui, on sait qu'on ne veut pas copier les gens, mais il faut apprendre, il faut copier des gens ce qu'ils ont de mieux. Il faut copier de la France que la France a de mieux en Afrique, de l'Allemagne, ainsi de suite. Mais venir dire non, nous, on veut connaître notre histoire. On s'en fout de l'histoire pour le moment. On veut se développer. On veut dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, au moins être, pour pouvoir rivaliser avec des pays européens, asiatiques, ainsi de suite. Mais si on se met dans un schéma où on veut connaître l'histoire, excusez-moi encore le terme, vous savez, on est dans un pays où on est dans un continent où 90% des choses qu'on apprend aux étudiants, même à l'université, je prends le secteur informatique, c'est tellement carré. Tu ne peux pas comparer un étudiant qui fait de l'informatique ou bien qui fait l'ingénierie informatique à un étudiant de l'extérieur. Il n'y a pas match. Le niveau est vraiment décalé. Il faut qu'on revoie tout ça. C'est de ça qu'on doit se concentrer. On n'est pas là pour parler de structure, on n'est pas là pour parler d'objets volés, de statuts volés, on n'en a rien à foutre. Moi, personnellement, j'ai rien à foutre de tout ça. Moi, je vais trouver un pays, un continent qui se développe à la vitesse de la lumière. Un continent qui arrive à arriver avec les gens. On est 54 pays, c'est un nom. 54 pays, on est un continent. C'est pas une question de dire que tel pays a sa structure. Non. Le problème aussi, souvent, que je dis, c'est que il y a 54 pays, il y a 54 stratégies. L'Afrique n'a pas seulement une seule stratégie. Si je prends l'exemple de l'Europe, hormis certains pays, ils ont une stratégie bien fixe. Même si parfois les stratégies sont différentes, tu ne peux pas faire certaines choses. Il y a certaines lois qui sont des lois universelles en Europe. Ou si tu fais quelque chose en Allemagne, la même loi va te frapper en France, ainsi de suite. En Afrique, on n'a pas ça. En Afrique, tu rentres au Togo, ce qui est au Togo, A au Togo, va changer au Bénin en B, va changer au Ghana en C. Il n'y a pas eu l'union, en fait. C'est ce que je dis souvent aux Africains. Quand on n'a pas l'union, qu'on n'est pas unis pour avancer, il y aura toujours des points d'ancrage où l'ennemi, ou bien encore, excusez-moi encore une fois, le colon va prendre pour toujours nous manipuler. Mais quand on parle de manipulation, c'est pas manipulation, c'est du business. C'est du business. Chacun veut gagner. Un Européen ne peut pas venir implémenter l'entreprise ici et dire que non, je le fais pour vos beaux yeux. Non. Il est là pour, avec un mindset de business, il veut gagner de l'argent. Et c'est la même chose qu'on doit faire ici. Mais si aujourd'hui, on voit que non,
On veut juste implémenter les choses parce qu'on veut implémenter. On ne veut pas avoir une production locale 100% africaine. On ne veut pas développer nos filiales économiques, nos filiales agricoles. On ne veut pas produire notre propre cacao, notre propre café. Enfin, on va toujours rester là-bas. Et des gens vont toujours prendre ces produits à de nous, vont aller le traquer et nous revendre plus cher. On ne va rien dire. Et le pire, c'est que on est lancé bien que ça ne fonctionne pas. Je rentre juste dans le domaine du business. On sait que l'Europe a une puissance commerciale en Afrique. On sait que l'Europe promet parfois aux Africains non, tel partenaire, mais l'Europe n'est pas forcée de respecter ses engagements. C'est à nous de pouvoir imposer le respect. C'est à nous de pouvoir dire non. Tel produit, si vous voulez que tel produit pas de chez nous, tel produit, nous le faisons à tel prix. Tel produit, il faut tel nom, il faut tel nom. Mais ici en Afrique aujourd'hui, il n'y a pas de nom. Une personne vient dire non, je veux tel produit, je veux telle chose. On ne dit pas de souci, prenez-le. On n'a pas de contrôle, on n'a pas de suivi sur le long terme. On n'a pas une logistique qui assure tout ça. On est juste là pour ça. Tant que l'argent rentre, nous on s'en fout. Non, c'est pas comme ça. Avec ce genre de comportement, on va toujours essayer. Je disais l'autre fois à quelqu'un que je ne suis pas sûr qu'on est prêt à changer. Peut-être certains partis vont changer, mais la plus grande majorité des Africains vont toujours rester dans cette mentalité-là, même un siècle après nous. Pourquoi? Parce que le changement, c'est quelque chose qui demande de la volonté de soi et la volonté d'action. Les deux en même temps. La volonté de soi et la volonté d'action. La volonté de soi y est. Sur la plateforme, sur TikTok, on voit les gens parler, on voit des mouvements, mais la volonté d'action, combien de personnes veulent passer réellement l'action? Je ne vois pas. Et sans action, sans discipline, nulle part. Nulle part. Totalement, totalement. Il est vrai que TikTok, par exemple, si on prend TikTok en l'occurrence, sur le point de vue ouest africain, c'est choquant. Beaucoup de gens utilisent TikTok en Europe, mais tous ceux qui connaissent TikTok en Europe ne savent pas à quel point TikTok est une maladie en Afrique. Tout le monde, tout le monde, tout le monde est sur TikTok. Les commerçantes, euh, tout le monde est sur TikTok. Et ça, je pense que il y a deux moyens d'utiliser un réseau social tel que TikTok ou autre. Soit être un producteur, vendre un service ou un produit, et là c'est bénéf parce que c'est bénéfice pour vous. Vous vendez, vous faites de l'économie, etc. C'est très très bien. Mais la plupart des gens sont des consommateurs de vidéos TikTok. Ils regardent des clashs, des gens qui ne vont pas faire évoluer le pays. Au Togo, on en voit pas mal des gens qui clashent sur TikTok, qui ne font absolument rien pour faire évoluer les choses, ça il faut le dire. Et ça, cette jeunesse, parce que l'Afrique est un continent avec énormément de jeunesse comparé à l'Europe, qui est un vieux continent en termes d'âge et en termes de siècles, etc. Mais c'est que le développement. Et réellement, je pense que la démographie est du côté Afrique, clairement. Le Nigeria, 2050, c'est 800 millions d'habitants. Il y aura plus de Nigérians qui vont naître que d'Européens qui vont naître dans 25 ans, dans 24 ans. Maintenant, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont faire des softwares, des logiciels et des fusées spatiales? Ou est-ce qu'ils vont être sur TikTok? Telle est la question. Est-ce qu'il y aura des Dangote qui vont sortir de terre, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des gens qui vont croire en leurs produits? Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller acheter Choco Togo plutôt qu'acheter du chocolat fait en Europe, qui coûte plus cher, alors qu'en fait le cacao vient du Togo, par exemple? Et tout ça, c'est mental, c'est voir les autres comme supérieurs, voir les Libanais comme supérieurs, voir les Indiens, les Chinois, les Blancs comme supérieurs. Et pour moi, tout ça résulte d'un post-colonialisme. Je pense qu'il y a il y a des sphères d'influence. Voilà. Je, je pense réellement qu'il y a des gens, ça leur fait plaisir que des Togolais perdent leur temps sur TikTok. Pour eux, c'est tout bénef. Mais moi, non. Moi, quand je vais sourcer du carité, j'ai besoin d'avoir des gens pro. J'ai besoin d'avoir des gens qui savent connaître la logistique. Parce que moi, mon business en dépend, mais même eux, ils pourraient gagner économiquement s'ils étaient plus solides niveau business, niveau logistique, niveau marketing, mais ils pourraient exporter leur karité partout sur Terre. Je prends un exemple, mais il n'y a pas que le karité, il y a énormément d'autres choses. Euh, Pourquoi pas un nouveau software, un nouveau logiciel développé par des Béninois qui sont très très bons en informatique? Pourquoi pas toutes ces idées-là. Le but dans la vie, c'est de ne jamais être contrôlé. C'est-à-dire que quand une civilisation te contrôle, par TikTok, TikTok est un moyen de contrôle, Facebook, etc., c'est pas bon. Par contre, si tu regardes bien les Chinois, ils n'ont pas WhatsApp, ils ont leur propre WhatsApp, entre guillemets, chinois, parce qu'ils contrôlent eux-mêmes leurs choses. Pourquoi demain le plus grand réseau social mondial ne viendrait pas d'Afrique? Tout ce qui est Instagram, etc., c'est États-Unis. TikTok, c'est chinois.
En Europe, là-dessus, on n'est pas bon. C'est pas qu'on n'est pas bon, c'est qu'en fait, on part ailleurs. En fait, ils vont à la Silicon Valley, les Français, etc. Mais BMW, Mercedes sont les Allemands. Euh, pour la France, par exemple, des produits français. Ils le font, hein, le vin français, voilà, le fromage français, ça s'exporte partout sur le monde. Pourquoi? C'est une question que j'ai posée. Pourquoi, par exemple, en l'occurrence, les Togolais ont honte de leurs produits? Je vais dire un exemple tout bête. Atchoum, c'est une nourriture. Pourquoi ça se vend pas partout sur Terre? Autre exemple, le dégué. C'est l'un des desserts ouest-africains les plus connus. C'est délicieux pour ceux qui connaissent. Pourquoi on vend pas ça en Afrique, en Asie? Pourquoi on vend pas ça en Amérique? Pourquoi en Europe c'est très rare? C'est que les communautés africaines qui connaissent. Tout ça, je pense que ça vient d'un manque de marketing, d'un manque de structure, parce que les fameux, si tu regardes bien, les nouilles chinoises, entre guillemets, on va prendre cet exemple-là, ça se vend partout sur Terre. Tu vas en France, tu en trouves. Tu vas en Amérique, tu en trouves. Tu vas en Afrique, tu en trouves. Tout ça, ça vient de la fierté de soi. Et fierté de soi, c'est être fier de ses racines, être fier de son village, être fier de sa ville, de son ethnie. Et ça passe par l'amour de soi. Et je pense que on ne peut pas s'aimer et être parasité, colonisé mentalement. C'est pas possible. Euh, il faut sortir de ce schéma-là. Je sais qu'avec les réseaux sociaux en ce moment, c'est compliqué parce que tout vous donne envie d'aller au Canada, tout vous donne envie d'aller en Allemagne. Vous voyez sauf qu'en fait, les gens ne voient pas les services. En Allemagne, le coût de la vie n'est pas le même. Euh, le regard des gens ne va pas être le même. Le contact, je donne une anecdote toute simple. Je connais un Togolais qui venait d'arriver pour la première fois de sa vie à Paris. À Paris, c'est la ville business de France. Donc, les gens n'ont pas le temps. Mais vraiment pas le temps. Au Togo, tout le monde se connaît. Bonjour, ça va, la famille, ça va bien, etc. Il arrive à Paris, il se perd. Il demande à des gens, est-ce que vous pouvez m'indiquer la route? Personne ne lui répond. Il n'y a même pas un bonjour. Personne ne lui répond. Pourquoi? C'est parce que l'Europe est un continent très froid au niveau des mœurs entre les gens. C'est ce que je dis, c'est la gentillesse du Togo, vous ne la retrouverez jamais de la vie à Paris. Jamais. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Des fois, on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, à Yovodé, chez les Blancs, etc. Mais c'est cruel, ce monde. L'Europe est cruelle. L'Europe, c'est un continent où, oui, vous pouvez faire de l'argent, comme en Amérique, comme avec les Chinois, etc. Oui. Mais par contre, tous les à côté vont être difficiles à préparer. Et ça, je pense que ça vient du fait qu'il faut se respecter, il faut aimer sa terre pour se dire, oh, finalement, je vais peut-être aller apprendre ailleurs, mais je reviendrai au Togo. Je vais peut-être prendre des connaissances à l'université au Canada, mais je reviendrai au Togo. Et parfois, les gens ne reviennent pas, très souvent. Donc là, voilà, je vais te poser la question un peu de cet entretien, mais comment vois-tu les relations futures de l'Europe et de l'Afrique? Alors, pour répondre rapidement, je pense que dans un premier temps, il faudra une démocratisation euh, de l'Afrique vis-à-vis d'elle-même. Il faut que l'Afrique se dise non. Il est temps de se dire vraiment que nous sommes aussi capables de faire quelque chose en tant qu'Africains. Nous sommes capables d'avoir notre propre Silicon Valley. Nous sommes capables de faire ci, de faire ça, de faire ça. Et pour les réseaux sociaux, on sait tous que c'est une gangrène qui donne à l'Afrique aujourd'hui une image pas assez nette. Pour revenir rapidement sur le côté business, je pense qu'aujourd'hui, si vraiment l'Afrique veut renouer les liens, il faut une transparence avec l'Europe. Et sur le côté investissement, il faut que ça soit mutuel. Quand l'Européen vient, mais quand l'Occidental vient injecter des fonds, on est conscient qu'il vient construire quelque chose. Nous sommes conscients aussi qu'il va repenser avec quelque chose. Il faut que c'est deux poids de mesure, en fait. Ça doit être de chaque côté. Les bénéfices doivent être de chaque côté. Et ça, c'est pas une question que les Africains peuvent régler d'eux-mêmes, mais peut-être les dirigeants peuvent régler. Quand la France vient investir, par exemple, 1,2 milliard de quelque chose d'euros, il faut qu'on ait conscient que l'argent investi, en contrepartie, qu'est-ce qu'on prend chez nous en contrepartie? Qu'est-ce que nous nous offrons? Je dirais plutôt offrir. Qu'est-ce que nous offrons en contrepartie de ça? Mais un peuple qui s'est développé ne peut pas venir juste à vous financer comme ça et repartir comme ça. Non, c'est du business. Il faut comprendre encore une fois, c'est du business. Donc, pour moi, je pense que réellement, pour ne pas trop parler, si aujourd'hui l'Europe veut vraiment investir en Afrique, malgré ce qui se passe, il faut que l'Afrique soit conscient de son africanité. Il faut que vraiment se dise non, nous avons des potentiels. Nous sommes très jeunes, comme tu l'as bien dit,
70% des jeunes en Afrique sont tellement jeunes. Et aujourd'hui, on voit le Rwanda, on voit le Nigeria, on voit tellement de pays qui arrivent maintenant à signer des accords avec la France, la Chine et tout, tout. Et il y a une certaine, je vais dire, solidarité, si je peux le dire comme ça. Parce que ces pays-là comprennent maintenant que, ah, pour pouvoir sortir de ça, on a besoin peut-être, d'accord, de l'aide financière et nous-mêmes, on peut gérer certaines choses. Mais si on se dit toujours non, on va tout laisser à la main de quelqu'un qui va venir nous aider, qui va venir nous, je sais pas, construire les choses, ça va pas se compter. Par exemple, la manière dont les Européens construisent ces routes là-bas, c'est différent. Nos sols sont différents, nos terres sont différents. Ce que nous consommons, c'est différent. Ce que nous mangeons, c'est différent. La manière dont on mange ici, c'est différent. La manière dont on s'assoit pour manger, c'est différent. Donc, il faut revoir tout ce système-là, culturel-là, comme je disais tantôt, culturel-là. L'Afrique doit revoir tout ce système-là, de ne pas pouvoir ça faire copier les gens. Non, il faut copier ce qui est de bon. Comme tu l'as bien dit, on est bien que chez soi. C'est tout ce que moi je peux dire, ce que je peux conseiller aujourd'hui à un Africain. Vraiment de se lever, d'avoir un peu le mindset des Américains, d'avoir un peu la niaque de pouvoir chercher, aller chercher. Si je pense qu'il y a un problème, je cherche une solution, je ne me mets pas là en disant que l'État va venir faire ci, faire ça. Dans un pays là, dans un pays là, il y a eu des investigations, il y a eu des structures où on a dit qu'on va promouvoir le Made in Togo, le Made in Togo. Ils ont même construit Togo Mall quelque part. Combien de gens sont déjà allés voir Togo Mall? C'est pas encourageable. Ça n'encourage pas. Donc, il faut vraiment une restructuration. Je vois encore une fois, lorsque je disais la fibranisme, il faut une restructuration du mental, du psychique vers le physique. C'est grâce à ça qu'on peut pouvoir se développer, éviter certains problèmes à la vie. Je te laisse répondre sur ça. Et si tu as des questions pour moi, je pense que c'est bon. La guerre est spirituelle, la colonisation est mentale. Une fois qu'on a compris ça, n'importe quel peuple peut avancer. Mais si on consomme, par exemple, au Togo, il n'y a pas de McDonald's, Burger King, KFC, il n'y a pas. Mais tu peux aller à Abidjan, d'Ivoire, tu vas en voir. Et tu vas te dire, waouh, ils se sont fait américaniser. Moi, je suis désolé. Abidjan, c'est très bien, mais Abidjan, tu enlèves le climat, c'est l'Europe. Tu enlèves le climat chaud, tropical, c'est l'Europe. Et encore, je crois qu'ils ont enlevé le nom des rues qui étaient français. Il y avait des rues Charles de Gaulle à Abidjan. Je dis, bon, tout vient du respect de soi. Je crois que ça a été renommé maintenant avec des personnalités ivoiriennes, mais tout vient du respect de soi. Et quand on se respecte, les autres nous respectent. Que ce soit en termes de business ou en termes de relations, etc. Il y a beaucoup de Français et d'Européens en général qui ont des relations, des visions paternalistes avec les Africains. Et sauf que moi, sur le qualité, c'est les Africains qui m'ont tout appris. Je savais même pas, il y a 10 ans en arrière, ce que c'était une noix de karité. J'avais jamais vu un arbre à karité de ma vie. Et aujourd'hui, c'est mon business, un de mes business. C'est les Africains qui m'ont appris. Mais sauf que c'est moi qui ai vu l'opportunité. Les Africains ne voulaient pas l'exporter. Et je me suis dit, mais les Togolais en l'occurrence. Et je me suis dit, mais pourquoi? Vous pensez que en Europe, c'est pas un produit qui se vend rentable? C'est très recherché le karité en Europe. Mais ils ne croyaient pas en eux. Donc voilà, tout vient au respect de soi, restructurer l'esprit, et voilà. En tout cas, je te remercie pour cet entretien. Il y en aura plein d'autres. Il y en aura vraiment plein d'autres. Est-ce que tu as un mot de la fin? Mon mot de fin sera plutôt une question que je vais poser. Est-ce que dans 20 ans, c'est l'Europe qui aura besoin de l'Afrique ou c'est l'Afrique qui aura besoin de l'Europe? Et si c'est le cas, ça sera sous quelles conditions? Sur quelles conditions on aura besoin de travailler avec l'Europe? Ça, c'est mon mot de fin. Alors, ne dis pas ça parce que si Macron t'entend, il va dire on a besoin des Africains tout de suite pour l'Ukraine ou pour n'importe quel conflit. Donc voilà, ne tombez pas dans le panneau s'il vous plaît. Mais je pense que moi, ce que je vois dans le futur, c'est des relations, des partenariats gagnant-gagnant. On a fait un podcast il y a plusieurs mois de ça. C'est ce que je disais, gagnant-gagnant, gagnant-gagnant. C'est possible. Mais tout vient du fait de ne pas se sous-évaluer, de baisser ses prix face aux blancs, etc. Non, 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 pas du tout. Si vous faites des offres de produits ou de services et que vous dealez avec une compagnie européenne, proposez les prix européens. Proposez les prix en euros, etc. ou en dollars avec les Américains. Donc à partir de là, vraiment, dans 20 ans, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, on le voit avec des Total, des blancs qui vont aller à Abidjan, à Lomé, travailler chez Total, etc. Bon, sur les gros groupes, les grosses multinationales. Je pense qu'on est issu d'une francophonie.
la ville où ça parle le plus français au monde en termes de population, c'est Kinshasa, c'est pas Paris. Et quand l'Afrique va se développer avec la démographie, etc., et je pense que l'Afrique ne va pas se développer d'un coup. Certains pays vont se développer beaucoup plus que d'autres. Euh, mais je pense que oui, il peut très bien y avoir des Européens qui viennent faire un CDI, un contrat temps plein en Afrique, pendant 1 an, 2 ans et repartir. Et je pense que ça se fait également dans le monde anglophone. Les Australiens vont travailler en Amérique, les Canadiens vont travailler en Amérique, etc. Je pense que c'est possible d'avoir ça. Mais ça passe par le respect des autres, comprendre les autres, comprendre les Africains, en l'occurrence les Ouest-Africains, et ça passe par les Ouest-Africains qui ne se font pas plus petits qu'ils sont face aux Blancs ou autres. Mais je pense que tant que les gens communiquent, les gens peuvent apprendre. Et voilà. Donc, c'est ce que j'espère pour le futur, des partenariats gagnant-gagnant. Voilà. Merci à toi D'accord, et toujours. on se dit au prochain Ah, podcast. Allez, ça, tchuss, merci. bye. Ça,